Bonjour, vidéo numéro 9 dans notre cycle de vidéos sur Ruby de Newbie à Ready. Et nous rentrons dans le vif du sujet, la programmation full objet. Nous allons découvrir la vraie nature de Ruby et pourquoi il est pertinent de dépenser du temps et d'énergie pour apprendre ce langage. Jingle! Alors cette vidéo va nous imposer de découvrir ce qui se cache derrière le principe même de programmation objet, mais surtout full objet. Alors, full objet, pourquoi parle-t-on de full objet où tout est objet? Ça veut dire que au sein du langage, et dans l'ensemble de ce que nous allons manipuler dans le langage, il y a très très peu de mots-clés ou de primitives, mais en fait tout va être méthode portée par des objets. Des choses assez classiques que nous utilisons, on a vu un putS, getS, vont être des méthodes sur des objets. Tous les types, toutes les structures de données, on l'a vu jusqu'à présent, sont des objets et les méthodes pour travailler, manipuler ces objets sont portées par l'objet lui-même. Donc on a vu effectivement les types primitifs, string, integer et ainsi de suite, les types évolués, list, array, range. Tout ça, ce sont des objets. Et tous les objets portent eux-mêmes, je le redis, portent eux-mêmes leur méthode et chaque objet possède son identité propre. Donc l'origine de cette approche, Matt, l'auteur de Ruby, s'est inspiré d'un langage qui avait été développé au Palo Alto Research Center. J'avais fait une vidéo sur le sujet, Smalltalk. Et effectivement, c'est l'un des premiers langages où il y a ce paradigme tout est objet. Après, il y a pas mal de choses qui ont inspiré Matt autour de la programmation fonctionnelle, notamment Lisp, le langage fonctionnel de list processing. Il avait récupéré aussi des concepts notamment pour les expressions régulières autour de Perl, mais pas le cœur du langage, vraiment l'implémentation des expressions régulières. Et puis la volonté de produire une syntaxe simple en s'inspirant de Python. Mais on va voir que Ruby est encore plus objet que le langage Python. Mats voulait créer quelque chose qui soit un langage qui représente les objets comme on les représente dans la vie, de la façon la plus concrète par rapport au modèle naturel et au modèle d'utilisation des objets dans la vie. Donc effectivement, vous reconnaissez un verre parce qu'il a les aspects, les traits d'un verre. Vous ne reconnaissez pas un verre parce qu'on vous a dit que c'était un verre. C'est typiquement comme ça que Matt a voulu effectivement envisager la programmation objet. Et c'est pour ça qu'on va voir, c'est très lié au ce qu'on appelle le duck typing, on reviendra sur le sujet. Le typage de canard, en gros, si c'est capable de faire coin-coin comme un canard, c'est probablement un canard. En tout cas, on peut se permettre de le manipuler comme un canard. Et on va plus, non pas regarder les objets par leur identité, mais par les données, ce qui les identifie en tant qu'objet et ce qu'on peut mesurer et détecter à partir de l'introspection et de la métaprogrammation sur cet objet. C'est des principes qui sont hyper modernes en fait. Vous regardez ce qu'on retrouve autour du cloud, autour de tout ce qui va être containerisation. J'avais déjà parlé des match labels et puis du match du pattern matching. Ce sont des principes qui sont basés sur les mêmes concepts. Donc, comment fonctionne l'approche full objet? Il faut effectivement que tout ce que vous aviez à manipuler comme type de données, ce soit un objet. Donc à chaque fois que vous allez avoir un type quelconque en Ruby, vous pouvez utiliser la méthode class, parce qu'effectivement, tous les objets structurés du langage ou tous les objets typés du langage héritent tous d'un objet pair, possède un certain nombre de méthodes d'introspection et de métaprogrammation. Par exemple, je peux faire 42.class, 42 est un integer, et la méthode .class va me donner la nature de cet objet et va me dire c'est un integer. Je vais pouvoir faire de l'introspection, je vais pouvoir compter le nombre de méthodes disponibles sur l'objet. Et puis 42.methods me renvoie la liste des méthodes, qui est donc un array sur lequel je peux utiliser la méthode count, qui me renvoie un integer qui correspond au nombre d'éléments du tableau methods. Et puis, je peux utiliser directement mes méthodes sur l'objet lui-même. Ça, c'est extrêmement important. Et on a vu le méthode chaining qu'on peut voir qui permet effectivement de faire de la syntaxe plus concise, mais tout en restant lisible.
Il y a des choses un peu particulières. Les booléens n'existent pas directement, mais on a des true class, false class, qui matérialisent un objet vrai, un objet faux. Et puis il y a ce fameux nil object qui est de classe nil class. Alors, on continue sur ce principe Ruby full object, et effectivement, pour que Ruby soit full object, il faut que la classe lui-même, ce qui permet de définir des prototypes d'objets, soit aussi un objet. Donc une classe en Ruby est un objet. Mais chaque objet est une instance d'une classe, sauf effectivement si on considère un objet racine, l'objet object qui est lui-même la racine, l'objet parent initial de tout autre objet. Chaque classe est elle-même un objet, et c'est ça qui est important à comprendre, qui est une instance de la classe classe. Chaque classe a une métaclasse, ou classe ou singleton classe, qui stocke les méthodes de classe. D'accord ? Donc, on va commencer à regarder effectivement des mots-clés qu'on n'a pas encore vus. Classe, qui est une primitive, pour le coup, c'est avec def et end, ça fait partie des rares primitives du langage. On lui donne un paramètre qui est une constante, personne. Ça commence par une majuscule. Ça veut dire que ce nom est unique dans l'espace de nom et que sa valeur est un élément constant. La classe doit être un élément constant, pour le coup, excusez-moi. Et on voit une première méthode, on initialize. On va voir plus tard que c'est ce qu'on appelle un constructeur. C'est la première méthode qui va s'exécuter au moment de l'instanciation d'un objet à partir de ce prototype que peut être la classe. Et puis on voit que cette classe, elle contient deux méthodes. Ce constructeur et la méthode de greeting qui fait une interpolation, qui renvoie une interpolation sur l'attribut name. Et là, on voit quelque chose qu'on avait déjà vu, @name, qui est un attribut. Cet attribut, ça veut dire que sa valeur va être identique tout au long de l'instance, l'objet instancié à partir de cette classe. Donc si je fais person.class, ça me dit que person, c'est une classe. Et person is an object, oui, person is an object, puisqu'on est dans une programmation full objet. On continue. Alors, l'avantage de l'approche full object, c'est qu'il y a une vraie notion de cohérence. Il n'y a pas d'exception à la règle. Vous savez que ce que vous avez à manipuler va se comporter comme un objet, puisque tout est objet. Il y a une expressivité. Ça permet d'écrire du code qui va être plus élégant, plus concis, parce qu'effectivement, on va avoir le principe de moindre surprise qui va s'appliquer ici. On va avoir des gros avantages en termes de métaprogrammation, la modification dynamique des classes et des objets. Vu qu'une classe est un objet, il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas altérable comme n'importe quel objet. Et on va voir effectivement la capacité de mixin, la capacité de surcharge en runtime d'un objet va être applicable au niveau des classes. Et il va y avoir cette notion d'extensibilité. On peut augmenter le périmètre d'une classe par des mixins, ce que je viens d'évoquer, c'est le fait de rajouter un ensemble de méthodes singletons regroupées dans un module au sein d'un objet. On peut y rajouter des méthodes singletons aussi. Et puis, on va pouvoir faire de la réentrance. Alors, il faudra respecter les règles. Et là, il y a effectivement beaucoup de gens qui vont être des détracteurs de ce genre de choses, de l'hyperdynamicité du langage, parce que potentiellement, on peut faire des choses qui deviennent immaintenables, incontrôlables. Faire du Ruby, ça n'interdit pas l'intelligence. Et un langage qui impose des règles pour éviter l'intelligence, est-ce que ça reste raisonnable ? Moi, je ne suis pas certain non plus. Donc la métaprog, qu'est-ce que ça veut dire ? Je peux très bien réouvrir une classe qui existe déjà, la classe string, pour lui faire une méthode qui s'appelle shoot, qui à chaque fois qu'on l'exécute, prend self, l'objet lui-même, c'est-à-dire qui fait référence à l'instance elle-même, et puis qui vient exécuter dessus la méthode upcase et qui la concatène avec un point d'exclamation. Ce qui fait que si je fais hello.shoot, ça me renvoie hello en majuscule avec un point d'exclamation. J'ai surchargé string. Est-ce que c'est une bonne pratique ? Non. Et on va voir que Ruby va proposer des alternatives. Mais c'est possible. Et c'est possible parce que Ruby est full objet, qu'une classe est un objet, et qu'au même titre que n'importe quel objet, elle est altérable. Et ça, c'est intégré dans la mécanique même de Ruby. Et on en arrive à ce fameux sujet du duck typing. Ça veut dire que manipuler les choses par leur identité n'est pas une bonne idée. On n'identifie pas les objets par leur type, on identifie leurs objets par leur capacité. On verra en Ruby qu'il y a une méthode qui s'appelle méthode
Respond to, pardon, qui permet de savoir si un objet répond à une méthode. Et on va plutôt essayer de savoir manipuler, de se concentrer pour manipuler un objet en fonction de ses capacités, de ses capabilités, plutôt que de son identité. Par contre, ce qui est intéressant de voir ici, on a cet exemple, un print length de object, et ça va nous afficher put object.length. Si je fais un print length de hello, il va me renvoyer 5. Si je fais un print length du tableau 1, 2, 3, il va m'envoyer 3, et puis pour mon hachage, il va m'envoyer 2 éléments. On voit qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que, étant objet, l'objet répond à une méthode identique. Donc finalement, le type de l'objet dans cet exemple n'est que pas forcément pertinent. Et là, on est vraiment sur une application où, effectivement, là, pourquoi je ne contrôle pas l'exécutabilité de cette méthode, parce qu'elle appartient à tous les objets. Donc, je sais qu'elle est présente pour tous les objets. Donc, finalement, là, je l'ai fait sur une méthode qui n'existe pas, mais après, on verra avec Respond to qu'on pourra effectivement s'assurer que, au moment où on essaye de faire quelque chose sur un objet, on s'assure de sa capacité à le faire. Donc, l'approche full objet, elle est fondamentale, et c'est lié à l'identité même du langage. Elle offre de la flexibilité, essentiellement. Elle permet aux développeurs d'écrire des codes expressifs et élégants. Elle leur impose par contre une approche intelligente de la façon de coder, et elle renvoie l'intelligence aux développeurs plus que à une structuration et une façon de produire le code spécifique. Cette philosophie, elle a influencé énormément de langages modernes, et ça reste l'un des aspects qui est le plus apprécié en Ruby. Mais je vous l'ai dit, ce principe même, il a inspiré aussi énormément de choses, y compris au cloud et au principe d'orchestration de containers dans Kubernetes, de ne pas manipuler, vu que les containers sont des objets volatiles, on manipule pas l'identité du container, on manipule ses caractéristiques, et on fait de l'introspection plutôt que de faire du contrôle d'identité. En Ruby, on va faire la même chose, on va faire énormément d'introspection. Donc on en reste ici sur cette première introduction au principe de la programmation full objet dans Ruby, et la prochaine vidéo va regarder vraiment les fondamentaux objets, comment on fait de l'objet en Ruby. Mais il était nécessaire de faire cette première introduction pour pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet de façon vraiment complète avec Ruby. À la prochaine!